Je vais vous présenter un commentaire sur le poème Le Mendiant de Victor Hugo, poème qui est paru dans les Contemplations au livre 5 intitulé En marche. Donc le recueil des Contemplations est publié en 1856. C'est un recueil qui a pour but d'être autobiographique et fictif en même temps. C'est une autobiographie fictive de Victor Hugo et le je, du coup, peut être assimilé au poète. Il s'agit ici d'un poème qui est daté de décembre 1854 et qui retrace une expérience de rencontre entre le je, assimilable à Victor Hugo, et un mendiant, qui donne son titre au poème. Cette rencontre se fait autour d'un feu, et c'est cette thématique du feu qui va un petit peu guider notre analyse. Ce poème, nous l'avons étudié dans la séquence sur le parcours associé, la boue et l'or, alchimie poétique, en lien avec les fleurs du mal de Baudelaire. J'aimerais prendre pour problématique en quoi le poème peut-il illustrer une initiation alchimique, et je vais procéder à la lecture du texte avant de vous donner mon plan. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognai sur ma vitre, il s'arrête devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux, qui vit dans une niche au bas de la montée, et rêve, attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, venez, réchauffez-vous un peu. Comment vous nommez-vous ? Il me dit, je me nomme le pauvre. Je lui pris la main. Entrez, brave homme. Et je lui fis donner une jatte de lait. Je m'arrête ici pour ma lecture. Pour répondre à la question en quoi le poème peut-il illustrer une initiation alchimique, j'ai décidé de prendre 3 mouvements dans le texte. Un premier mouvement qui courrait de la ligne 1 du vers 1 au vers 9. Dans ce premier mouvement se dessine l'oratoire, donc la partie de l'alchimie dans lequel se définit la matière et l'expérimentateur. Je parlerai ensuite dans les vers 10 à 17 du laboratoire, dans lequel se fait l'apparition de l'athanor, donc le creuset de l'alchimiste, et où se déroule l'expérience alchimique. Et enfin, les vers 18 à 26 constitueront le troisième mouvement, où s'opérera la transmutation, avec la découverte de l'étoile dans le creuset et le changement opéré sur l'expérimentateur en plus de la matière. Je commence ainsi avec le vers 1. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Ce personnage est défini comme un personnage extérieur à l'histoire, un narrateur qui serait extérieur à l'histoire. Donc ce pauvre homme est qualifié de pauvre. L'antéposition montre que le qualificatif est subjectif. Et ce pauvre homme est pauvre, vraisemblablement, puisqu'il passe dans le givre et le vent. Les éléments du coup de l'eau et du vent, ou de l'air, sont présents dès le premier vers pour qualifier cet homme. Le je fait son apparition au deuxième vers, je cognais sur ma vitre. Ce je est acteur, on le voit avec le passé simple. C'est lui qui cogne sur la vitre et le personnage s'arrête devant la porte. La vitre, du coup, ainsi que la porte vont distinguer 2 espaces, un espace extérieur et un espace intérieur. L'espace extérieur étant un espace sauvage, c'est là que vit la matière première qu'il va falloir retravailler, et l'espace intérieur est un espace civilisé puisqu'il ouvre sa porte d'une façon civile. Cet espace civilisé, du coup, va devoir domestiquer la matière par l'expérience alchimique. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. On continue dans la qualification de l'espace extérieur, un espace dans lequel règnent les ânes, au sens propre comme au sens figuré. Le fait que les paysans soient accroupis sur leurs bas vient renforcer l'idée de froidure, par opposition à la chaleur intérieure qui va venir. On enchaîne sur la définition du vieux, c'était le vieux,
Il n'a même plus le droit au qualificatif d'homme, il n'est plus qu'un qualificatif, le vieux. Ce vieux vit dans une niche au bas de la montée, peut-être un présent de vérité générale ici. Il vit dans une niche au bas de la montée, c'est donc qu'il est en train de redescendre, alors que le je est en haut, ce qui peut être interprété socialement. Donc il vit dans cette niche et il rêve en attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre. Donc ce vieux est en relation directe avec le ciel et les hommes, donc Dieu et les habitants de la terre. Il en attend simplement du soleil et de l'argent. Il n'a besoin qu'un peu d'argent et de soleil pour vivre. Et c'est pour ça qu'il tend et qu'il joint ses mains à la fois pour l'homme et pour Dieu. Il a besoin de cette double relation humaine et divine pour vivre simplement. On a donc une définition dans ce premier mouvement de ce qu'on a comme matière première. Il s'agit d'une matière élémentale, à la fois eau, air et terre, et d'une matière aussi sauvage, informe, qu'il va falloir former. Mais se définit aussi l'expérimentateur comme quelqu'un de déjà formé, déjà civilisé et acteur. On entame ainsi le deuxième mouvement. Je lui criais, venez, réchauffez-vous un peu. Apparaît le discours direct qui va structurer l'ensemble de ce deuxième mouvement. Le je est ici acteur, puisqu'on a toujours le passé simple, mais il est aussi ordonnateur. Ordonnateur dans le sens où il donne des ordres, et ordonnateur dans le sens où il va créer de l'ordre, puisque c'est bien le but de l'alchimie. Il lui demande son nom, et l'homme répond qu'il se nomme le pauvre. Là encore, la matière première qu'est cet homme reste indéterminée, ou alors uniquement déterminée par des qualificatifs. Le je devient vraiment acteur, il lui prend la main, il lui fait donner, donc il est vraiment dans une position supérieure, puisque non seulement il donne des ordres à cet homme, mais aussi à l'ensemble de sa maison, puisqu'il fait donner une jatte de lait, et donc il a donné un ordre pour que l'ordre soit exécuté. Cette position supérieure se confirme, puisque finalement il ne fait pas tellement attention à l'homme. Alors cela pourrait être interprété comme de l'hypocrisie, seulement il me paraît plus intéressant de l'interpréter comme une attention portée à un détail de cet homme, en l'occurrence le fait que le vieillard grelotte de froid. Le fait qu'il soit pensif renforce sa qualité de savant, et le fait qu'il ne l'entende pas n'est pas le fait qu'il ne le comprenne pas, mais qu'il le comprenne mieux que lui-même ne se comprend. Là où le pauvre se contente de parler, le « je » va interpréter. Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre devant la cheminée. Donc le « il faut », la tournure d'ordre, montre que le savant, le « je », est celui qui sait. Apparaît donc la cheminée et le feu, il s'approche du feu. Le feu dans lequel, donc 4 éléments, dans lequel va s'opérer l'ensemble de la transformation. Donc l'univers intérieur est qualifié de chaleureux, donc on peut le rattacher à l'Athanor, qui est le creuset de l'alchimiste. Athanor dans lequel va se dérouler l'expérience alchimique, qui va avoir lieu juste après dans le troisième mouvement. L'expérience a lieu non pas sur l'homme, mais sur son manteau. Une fois que l'homme s'est découvert, c'est le manteau qui va supporter l'expérience. Une fois qu'on a retiré le manteau du réel, alors seulement l'expérience peut commencer. Ce manteau qui est tout mangé des verts et jadis bleu peut faire penser par sa couleur à une interversion du haut et du bas, puisque le bleu est la couleur royale. Le personnage qui était présenté comme pauvre jusque-là peut être en réalité un noble, et peut-être même supérieur socialement au jeu. Ainsi, on a une interversion du haut et du bas, en tout cas socialement, qui est une des caractéristiques de l'alchimie, et en tout cas une des caractéristiques principales de l'expérience alchimiste, qui implique une redéfinition du sujet et de l'expérimentateur. Ce manteau donc est étalé largement sur une chaude fournaise, sur laquelle on insiste par le pléonasme,
est piqué de 1000 trous par la lueur des braises. On remarquera la sileps sur piqué, puisque ces piqûres sont le fruit évidemment des vers, dont on a parlé deux vers avant, sileps là encore, mais aussi on parle d'un ciel qui est piqué d'étoiles, et cela annonce du coup la transformation qui s'opère juste au vers suivant. Son manteau couvrait l'âtre, et parce qu'il couvre l'âtre, puisqu'il est devant le feu, apparaît le ciel étoilé, puisqu'il laisse passer la lumière par les trous. Et pendant qu'il séchait, ce haillon désolé d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Je m'arrête là encore sur le fait que les éléments se réunissent. Le feu va permettre à l'eau et à la terre de sécher, donc de s'évaporer, pour révéler la réalité derrière la matière. Et cette réalité, c'est l'étoile, qui est le but recherché par les alchimistes lorsqu'ils fondent les métaux. La matière est purifiée, mais l'expérimentateur lui-même est purifié, puisqu'il arrive à reconnaître dans celui qui l'a accueilli un homme plein de prières, habillons-le de la bure, au dernier vers, et cet homme plein de prières est celui qui va le mener vers sa propre intériorité. On termine ainsi sur cette image des constellations, sur lequel le poète insiste avec la diérèse. Les constellations qui font référence évidemment au ciel étoilé qui est devenu le manteau, mais les constellations qui sont elles aussi à la fois une direction et un avenir possible de l'alchimiste. Je me suis interrogé pour voir en quoi le poème peut-il illustrer ici une initiation alchimique. Il y a bien une opération alchimique qui se fait, puisque nous avons une figuration de l'athanor à travers l'espace intérieur dans lequel va s'opérer la transmutation. Initiation alchimique aussi, puisque transmutation effective. Même si l'on passe par une analogie, il y a bien une transformation, un passage du manteau piqué de verre au ciel noir étoilé, par l'opération du feu. Et du coup aussi par l'épuration des autres éléments. Enfin, initiation alchimique, puisque à travers cette transmutation, c'est aussi à une transmutation de l'expérimentateur que l'on assiste. Je clôt ainsi mon commentaire et je passe à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la syntaxe des propositions aux vers 6 à 9. Donc les vers 6 à 9 forment une phrase, je vous la relis. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Donc c'est bien une phrase puisqu'elle commence par une majuscule. Évidemment, là c'est redoublé par le fait que ce soit en vers, et ça termine par un point. C'est donc une phrase de 4 vers et constituée techniquement de 2 propositions, puisqu'il n'y a que 2 verbes conjugués, mais en réalité de 5 propositions, puisqu'aux 2 verbes conjugués vit et rêve, on peut ajouter les 3 verbes au participe attendant, tendant et joignant. En tout cas, le noyau principal, la proposition principale, ce sera « c'était le vieux ». C'était le vieux formera la principale. Cette principale va être développée par « qui vit dans une niche au bas de la montée », proposition subordonnée relative qui complète « vieux », introduite par le pronom relatif « qui », et « rêve ». Donc là, on a un deuxième verbe. Les 2 propositions vont être coordonnées par la conjonction « et », à valeur adjonctive, et on n'a pas la répétition du qui, mais il faudrait répéter le qui, c'est le vieux qui vit et qui rêve. Proposition très courte, puisqu'elle est enchaînée immédiatement sur les 3 autres propositions participiales. Donc les 2 propositions avec des verbes conjugués sont coordonnées, de la même manière que les 3 propositions participiales sont coordonnées, attendant, tendant et joignant. Donc les 3 propositions participiales ont toujours pour fonction de compléter le vieux. C'est bien le vieux qui attend, qui tend ses mains et qui joint ses mains. Simplement, attendant va être, là encore, complété 2 fois. Il attend un rayon du ciel triste et il attend un liard de la terre.
Et enfin, il tend les mains pour l'homme et il les joint pour Dieu. On remarquera ici le parallélisme de construction entre les deux hémistiges du vers.